Das ist die Straße nach Dünkirchen. In panischem Schrecken ließ die Engländer alles stehen und liegen und eilten in wilder Flucht zur Kanalküste. Dès le 24 mai, à Gorre, les divisions d'élite de la SS Totenkopf occupent les premières positions du canal. Leur objectif, les ponts. Face à eux, les 2e et 3e escadrons moto et blindés du 7e GRDI. Les combats sont sans pitié. Il y a eu d'abord une bagarre parce que les Allemands voulaient prendre la passerelle pour les piétons, qui était un bazar en bois qui passait au-dessus du canal. Et les autos blindés, un coup de canon là-dedans, hein, mais ils devaient se méfier, ils fonçaient à toute vitesse. Ils envoyaient les coups de canon dans la passerelle et ils se repliaient parce qu'en face il y avait des armes anti-chars. Hein. Il ne fallait pas rester en position devant eux. Hein. Et finalement, la passerelle a volé en éclats. Et puis, à ce moment-là, ça a été plutôt le calme. Il ne fallait pas se promener, se faire voir, parce que de chaque côté du canal, eux, de l'autre côté, c'était pareil. Hein. Pour les troupes allemandes, le pont de Gorre est le point principal de l'offensive. De l'autre côté, les blindés du 7e paralysent toute progression. Parmi elles, l'automitrailleuse du sous-lieutenant Morat. Et lui, pour mieux voir ce qui se passait de l'autre côté, il a voulu monter sur la rampe du pont extérieur. Mais là, il a été pris par un tir anti-char. Son automitrailleuse a explosé. Et je l'ai vu brûler. Avec la mort du sous-lieutenant Jacques Morat, les hommes du 7e GRDI viennent de perdre un de leurs meilleurs lieutenants. Mais surtout, un vrai camarade de combat. Malgré son lot de tristesse, la folie de la guerre offre parfois les moments les plus insolites. Le soldat Clément Trenel est envoyé seul, en position dans une brasserie, devant le canal. Puis il me dit, va un peu voir à côté. Mais fais attention, hein, il passe en dessous du niveau de la fenêtre. À côté, il y avait 3 Anglais. Il y en avait 2 à la fenêtre, avec une mitrailleuse. L'un est tiré, l'autre déroulait les bombes. Et derrière, sur un lit, il y en avait un qui jouait d'harmonica. Et les balles lui passaient à ça, au-dessus de la tête, qui tapait sur le mur. Et lui, il jouait d'harmonica. Ça, c'est anglais, hein. Le 25 mai, les détachements du 7e GRDI sont bientôt relevés par les troupes britanniques et partent pour le secteur de la Bassée, point stratégique de l'offensive allemande. Nous avons, nous, en tant que groupe de reconnaissance, la mission d'être au contact. Chaque fois qu'on sait que les Allemands bougent, il faut que nous bougions. Comme les Allemands nous contournent, eh bien, alors que nous étions au nord, en Belgique, nous voilà au sud, à la Bassée, vers le sud à la Bassée. Et ça a duré tout le temps de notre périple dans la campagne du nord et de la Belgique d'abord et du nord, jusqu'à la Flandre. On était toujours face aux Allemands et dans différentes directions. Vidé de ses habitants, le centre-ville de la Bassée est durant 3 jours écrasé sous les obus allemands. Les escadrons du 7e occupent tant bien que mal chaque rue de la ville. La défense s'organise. La Bassée sous les obus allemands qui tombaient un peu à l'aveuglette, mais enfin surtout sur la ville, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait là une défense. Du reste, les documents en parlent, les différents escadrons sont répartis tout autour de la Bassée et pénètrent, quand c'est nécessaire, puisque dans le fond ce sont des groupes de reconnaissance, pénètrent dans la ville pour voir ce qui s'y passe et voir la situation des Allemands par rapport à leur passage sur le canal. Alors le quartier général se trouvait à l'église, où il y a 4, si mon souvenir est bon, où c'est la mairie, il y a 4 trucs. Hein. D'autant qu'il y avait des gringolets, hein, parce qu'ils envoyaient du 220 là-bas. Hein.
Ils tiraient donc de loin, les Allemands. Hein. Alors, nous avons d'abord, on surveillait, enfin, mon officier surveillait le canal d'Abassé qui était là. Les Allemands se trouvaient de l'autre côté. Et puis, on a entendu un énorme bruit. C'était les Allemands qui traversaient. Au matin du 27 mai, Rommel, commandant la 7e Panzer-Division, fait traverser ses blindés sur les ponts du Génie à Coinchy. L'offensive est de taille. À 14 h, l'infanterie et les chars se mettent en marche. Rien ne peut les arrêter. Alors ça faisait un nuage de poussière sur au moins 100 mètres d'auteur, que les canons tiraient sans savoir où ils tiraient. Dans la direction, mais plus savoir si c'était un char ou c'était un nuage de poussière. On savait très bien que nos camarades étaient au combat dans leurs automitrailleuses, et puis surtout les cavaliers qui étaient en sidecar savaient très bien que c'était excessivement dangereux, surtout qu'on entendait les tirs, on était à circuler pour ne pas recevoir, nous, les balles, on ne les entendait pas passer. Il y a eu là des actes de courage. Beaucoup de camarades sont tombés. Mon officier me disait, ils sont à autant de mètres, plusieurs fois j'y suis allé. Et jusqu'au dernier moment où le capitaine m'a dit, dites à second Jacques qu'il tire, tant qu'il a des munitions. Quand il n'en aura plus, qu'il attend mes ordres. Voilà une question superbe. À Violaine, le lieutenant de Farcy et son escadron moto ne peut qu'offrir qu'une résistance symbolique face à la ruée des blindés allemands. Et puis tout d'un coup, alors je me souviens, le premier coup de canon, c'était dans le clocher du village, comme ils ont fait dans beaucoup de villages. Ils descendaient d'abord le clocher au cas où il y aura un observateur. Et on a vu, alors vraiment une quantité de chars, je peux plus dire combien. Au début, on disait 50 chars, mais c'était certainement pas 50 chars. C'était peut-être seulement 30, c'était peut-être seulement 20. Mais enfin, vous voyez, vous n'avez pas le temps de compter. Vous voyez toute la mitraille qui vous arrive. Hein. Alors là, on ne pouvait rien faire, on s'est planqué, on est sorti de l'étable, on est allé dans un hangar, on regarde, on voyait toutes les voiles qui passaient, on est rentré dans l'étable. Et à ce moment-là, il y a De Farcy qui a dit, allez, sauf qu'il peut, il a dit, on est foutu. Hein. Et c'était lui qui était donc sur la moto, à ce moment-là. Il a dit, monte. Mais il y avait deux copains que leur moto était écrasée par un mur qui s'était... L'un a sauté derrière lui sur la selle, l'autre dans le panier. Moi, je me suis assis sur les genoux du deuxième. Et on est sorti du village. À ce moment-là, il y a un Anglais qui est sauté sur la route secours. Et puis, quand on a eu fait le S pour sortir, 2 chars allemands dans les champs, un de chaque côté de la route. Alors là, j'ai dit, ici, c'est le poteau d'exécution. Hein? Alors, je vois les tourelles qui tournent sur nous, les jets de feu qui passent, le lieutenant qui tombe sur le guidon, l'autre qui était derrière lui qui tombe sur le panier, l'anglais qui tombe sur la route. Moi, étant dans sidecar, j'attrape le guidon, je fous l'accélérateur à fond et je tiens la route. Mais voyant que ça ne tire plus, je me retourne. Mais c'était le char français qui sortait du village. Alors les chars allemands étaient plutôt occupés avec lui. C'est bien qu'ils n'ont pas insisté. C'est bien que la moto a continué. Vers 16 h, l'ordre de repli est annoncé. La Bassée est encerclée. Il faut à tout prix sauver les unités motorisées. Puis on est parti pour prévenir le commandant l'air qu'il fallait qu'il se replie très vite, sinon il allait être encerclé. Tout s'est bien passé jusqu'à la Bassée, sauf quelques balles de mitrailleuses qui se sont écrasées sur le blindage. Puis quand on est revenu par le même chemin, là c'était pas le même, comme on dit vulgairement en Normandie, c'était pas le même cidre. Hein? Là les obus, les chars s'étaient rapprochés,
Je ne sais pas combien il y en avait. Toujours pareil, les épiscopes, vous ne voyez pas sur les côtés. Hein. Mais eux, le taille-pied puis le tireur, ils voyaient. Je ne sais pas combien il y en avait. Et là, ils ne nous ont pas loupé. Et je crois que c'est 5 obus qui sont entrés dans la tourelle. Je tirais dans les Allemands à la mitrailleuse, en fauchant comme ça, et il y avait un hangar de paille. L'hangar a pris feu, il s'est dégagé une immense fumée. C'est pas fait exprès. Mais c'est cette fumée-là qui a permis au peloton de décrocher. Dans la voiture, les obus ou les éclats tournés à une vitesse phénoménale, c'était un véritable feu d'artifice. Il y avait des cris de douleur pour ceux qui étaient touchés. Peut-être des cris de peur pour les autres, j'en sais rien. On a peur. On a peur. Quand je suis rentré à la base, je suis rentré, je crois, le premier, j'ai vu des taille-pieds, je ne sais pas où il est passé, revenir derrière moi. Et il m'a dit, poubelle, parce qu'il m'a dit, poubelle, je suis aveugle, mais je m'en fous, j'ai rempli ma mission. Le repli, surtout le repli des automitrailleuses et des sidecars de toutes les unités motorisées qui étaient au contact, ça a été catastrophique parce qu'il n'y avait qu'une route, c'était la route de la Bassée à Lille, et c'était cette seule route-là qu'on pouvait prendre. Donc les Allemands ont pris tous ces gens-là en enfilade, ça a été la grande catastrophe. Nous avons passé à travers des rafales de balles, nous avons vu des ambulances, nous avons vu des automobiles qui faisaient partie de chez nous, qui étaient dans le fossé. Parce qu'on était pris littéralement sur la route. De chaque côté, il y avait des Allemands. Assez loin, mais leurs balles vont loin aussi. Hein. Et l'officier qui était assis sur mon sidecar a été fort blessé puisque nous a inondé un petit peu avec du sang et tout ça, et puis il est tombé sur mon officier. Enfin, il y avait quand même un esprit combatif. Il n'y avait aucun... Je ne pense pas que parmi les gens qui étaient là, il y a eu des gens qui ont songé un seul instant à faire demi-tour. Désorganisées, perdues, les armées du Nord tentent désespérément de rejoindre le littoral par les seules routes encore disponibles. Nous avons ordre de nous replier. Et le repli s'effectue en direction de Dunkerque. Déjà maintenant, on sait qu'on prend la direction de la mer. On a fait un repli terrible. C'est peut-être là qu'on s'est séparé un petit peu une partie de camions, peut-être qu'ils sont partis ailleurs. Enfin, nous, on est revenus. Et le capitaine, il a même rouspété avec un officier anglais parce qu'il ne voulait pas nous laisser passer. Parce qu'on était en train de doubler de l'infanterie, quelque chose comme ça, qui se repliait également sur Dunkerque. Et c'est de là que je suis revenu sur Armentières et que j'ai dû revenir sur la chapelle d'Armentières pour trouver les camions, puisqu'ils s'étaient perdus, ils ne savaient pas exactement où ils devaient aller. La route d'Armentières vers Bailleul, encombrée de militaires, de civils, de tout ce qu'on voudra. De temps en temps, on arrivait à faire 200 mètres en roulant sur un trottoir. On était bloqués. Si ça débloquait de notre côté en moto, on arrivait à passer un sidecar un peu partout. Et puis à minuit, on se trouvait ici entre Bailleul et Nieppe. Mais alors carrément bloqués. Et nous arrivons le lendemain, après avoir passé une nuit dans des fossés, nous arrivons en Belgique à Ouatou. Alors là, repéré par le coucou probablement, nous avons un bombardement de Stuka, alors remarquable. Remarquable par son intensité, remarquable par les effets aussi. Quand on est dessous, c'est terriblement impressionnant. Le pire, je crois que c'est cette sirène. Elle vous sort les tripes du ventre. C'est terrible, ça.
tête dans les jambes de l'autre comme ça, et puis on tremblait. J'avais mes deux coéquipiers là, du véhicule qui étaient aussi, enfin je le sais après, parce qu'on les a retrouvés, mais morts, sous les arbres. Des gars qui ne se planquaient jamais. On se trouvait dans des fossés, on se protégeait tant bien que mal dans les fossés, et à chaque impact, on sentait la terre qui bougeait comme s'il y avait un tremblement de terre. Pour les troupes britanniques, le repli vers Dunkerque est la priorité absolue. À Giveld et Anscott, les armées en repli se heurtent aux premières difficultés. Nous avons commencé d'abord à rencontrer les Anglais, les troupes anglaises qui refluaient vers Dunkerque. C'est là que s'est fait la jonction avec les troupes anglaises. Et c'était à qui passerait le premier. Les Anglais qui avaient eu des ordres d'atteindre Dunkerque avaient objectif Dunkerque. Il ne fallait pas les empêcher d'y aller. Hein. Si nous voulions passer avec eux sur ces routes très encombrées, hein, soit les doubler, soit aller plus vite que pas du tout, on avait le revolver sous le nez. Hein. Un officier anglais m'a mis son revolver sur la poitrine. Moi, officier français. C'est très grave. Parce que j'avais récupéré peut-être à ce moment-là une moto anglaise, une BMW ou un truc comme ça, pour faire mes liaisons. C'est grave. Alors il y a eu un incident avec le capitaine de Pont-Briand, ça prouve qu'il était encore là. Il y avait un officier anglais arrivé du côté d'Anscott ou Giveld qui ne voulait pas nous laisser passer. Et puis Pont-Briand, il a foutu aussi son pistolet sur le ventre en disant « On passe, si vous ne nous laissez pas passer, je vous descends », puis c'est tout. Il y a eu des accrochages avec les Anglais, et ça se comprend, ils avaient leurs ordres, nous on avait nos ordres. On suivait le capitaine, parce que lui, il n'abandonnait jamais son escadron. Hein. Et donc on n'avait pas d'ordre si ce n'est que de lui. Et puis il fallait suivre pour rejoindre Dunkerque. Mais on n'avançait pas parce que il y avait déjà des camions anglais, des pièces d'artillerie qui étaient piquées dans le fossé comme si ça avait été un parking, tous l'un à côté de l'autre. Ou alors des parcs où tout avait brûlé. Alors ce qui faisait le plus mal au cœur, c'est tous ces champs, ces pâtures remplies de matériel, de camions, etc. Tout brûlé, tout aligné. Certains c'était bien fait. On voyait que c'était un régiment qui avait fait ça dans l'ordre et on avait foutu le feu, quoi. En mer du Nord, c'est l'opération Dynamo. 850 bateaux de toute taille vont participer au plus grand sauvetage des armées françaises et britanniques. Des remorqueurs, des chalutiers, des contre-torpilleurs, tout ce qui peut flotter vogue vers Dunkerque. Dans la poche de Dunkerque, 500 000 hommes attendent un espoir d'embarquement. Un demi-million d'hommes, épuisés, battus, sans eau ni vivres, campent dans le sable de Malo à Brédune. Parmi eux, les escadrons du 7e GRDI. On a été complètement abattus, si vous voulez, hein, complètement. On ne pensait pas encore qu'on allait perdre la guerre, mais ce qui faisait mal au cœur, c'est de voir toute l'armée du Nord qui était foutue, et tout le matériel. Puis quand on a vu tous ces dégâts, et puis on s'est tiré sur ces plages, dans les dunes, quoi, hein. Et puis après, on est parti, donc, mais le groupe était toujours resté homogène, hein, avec les officiers. On nous fait défiler au pas cadencé, au garde à vous, c'est tout juste s'il ne fallait pas avoir briqué les chaussures et tout ça, pour défiler devant les généraux ou le général, je ne sais plus lequel, puisqu'il y avait plusieurs généraux qui étaient dans le coin, et pour reprendre position le 2 et le 3 juin, pour le Baroud. Nous étions une unité disponible. On avait abandonné tout notre matériel comme si on allait embarquer. Il y a eu les unités de cavalerie, se sont toutes réunies sous l'ordre du colonel, je crois, je ne sais plus son nom, de Camas, comme ça. Mais ça, vous savez ça, tout est bien expliqué dans les bouquins. Toutes ces unités se sont regroupées et ont dit, il n'est pas question que nous partions. Nous sommes là, c'était notre rôle, groupe de reconnaissance, l'avant-garde et l'arrière-garde.
Il fallait donc maintenir la pression en arrière-garde de toutes les troupes qui se trouvaient là, troupes françaises comme troupes anglaises. Si bien que on nous a donné l'ordre d'aller rechercher le matériel qu'on avait abandonné. On a repris ce matériel et de Gieveldt jusqu'à Dunkerque, on a traîné notre vieux matériel jusqu'au 4 juin, c'est-à-dire au moment de la démobilisation. C'est ce qui a fait la force de la cavalerie française. Le 2 juin, le secteur fortifié des Flandres est assailli de toutes parts. À Bergues et Wamil, sur le canal de la Basse-Colme, la 18e division d'infanterie allemande tente de s'emparer de la seule route disponible pour atteindre les faubourgs sud de Dunkerque. C'est ici, à la ferme du Caillou, que les escadrons du 7e GRDI lanceront leur contre-attaque. On n'a pas resté jusqu'à Bergues. Jusqu'à Bergues, moi j'étais le long